Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, en visite à Baie-Saint-Paul. Quelles sont les nouveautés présentées au Musée maritime de Charlevoix cet été? Les résultats de recherches archéologiques sur le territoire de Baie-Saint-Paul présentés à la bibliothèque René Richard. Et fin des travaux à la papeterie Saint-Gilles qui s'apprête à réouvrir ses portes. Bonne émission! La visite d'un représentant fédéral était attendue depuis les inondations à Baie-Saint-Paul. Et c'est le ministre Duclos qui est venu à la rencontre de quelques citoyens et pour constater les dégâts le 19 mai dernier. Voici notre reportage. Nous autres, on a 75 et 70 ans et on ne veut pas être déracinés dans notre coin. On sait qu'il y a des lois, on sait qu'il y aura des contraintes, mais il faut qu'on est capable de se réparer. Puis on prend le risque de rester là. Il faut juste avoir le permis d'y rester et avoir nos réponses le plus tôt possible. Monsieur Duclos, notre santé mentale, c'est ça. C'est à Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé au gouvernement fédéral, que cette citoyenne sinistrée adresse ses attentes. Monsieur Duclos s'est déplacé dans la région le 19 mai dernier, accompagné des députés Caroline Desbiens et Joël Godin. Le maire Pilote et moi, rapidement convenus de l'importance pour le gouvernement canadien d'être disposé et prêt à agir aux deux étapes essentielles de ce qui s'est passé. La première, c'était l'étape d'urgence. Évidemment, on pensait déjà à l'époque de l'importance de reconstruire la municipalité, les quartiers davantage affectés. Et c'est ce dont on a parlé ce matin. On a parlé évidemment du fait qu'on travaillait depuis le début avec le gouvernement du Québec, avec la ministre Laforêt en particulier, avec laquelle j'ai pu échanger ce matin, sur les appuis collaboratifs que les deux niveaux de gouvernement vont faire. Deux avenues de financement sont disponibles de la part du fédéral. La première consiste en un accord qui indemnise les gouvernements provinciaux en cas de catastrophes naturelles, comme les feux de forêt ou les inondations. La seconde est un fonds d'atténuation des impacts des catastrophes pour lequel un appel à projet est actuellement en cours sur lequel le gouvernement du Québec et la ville de Baie-Saint-Paul devront faire application pour en bénéficier. À l'échelle du gouvernement canadien, le fonds d'atténuation des catastrophes naturelles, c'est de 1,3 milliard de dollars sur plusieurs années. Et l'allocation des fonds dépend évidemment de la priorité et des besoins que les provinces vont vouloir partager avec le gouvernement du Canada. À plusieurs reprises, le ministre Duclos a expliqué la mécanique décisionnelle entre les différents paliers de gouvernement et la municipalité, ainsi que la part d'aide apportée par chacun. Il y a deux choses que le gouvernement canadien fait. La première, c'est un rôle d'assurance, puis la deuxième, c'est un rôle d'assistance. Commençons par le rôle d'assistance. Le rôle d'assistance, c'est que, comme on l'a vu rapidement là, lors des inondations au début du mois de mai, la garde côtière, la Croix-Rouge, les forces armées peuvent intervenir rapidement pour protéger la sécurité des gens. Ça, c'est une intervention rapide, une intervention d'assistance. Une intervention d'assurance, c'est d'assurer et de rassurer les provinces et les territoires que lorsqu'elles investissent pour reconstruire et réaménager les villes, le gouvernement canadien va être là pour les aider financièrement. On sait que ça va coûter de l'argent aux provinces, au Québec en particulier. Puis on veut assurer le Québec que si le Québec choisit d'investir pour reconstruire, déménager, aider les gens, les compenser, les dédommager, le gouvernement canadien va être là pour les aider financièrement. Maintenant, les décisions précises qui sont prises doivent être des décisions informées par le milieu. Ce n'est pas le gouvernement canadien à Ottawa qui sait comment dédommager et reconstruire les gens dédommager les gens à Baie-Saint-Paul. Cette procédure bureaucratique peut sembler longue et compliquée. C'est pourquoi le maire Michael Pilote a tenu à apporter quelques précisions. Mon défi, c'est qu'au moins on soit capable d'aller dans une vitesse de croisière qui soit raisonnable. On l'a vu dans d'autres endroits au Québec, ça a pris des années. Puis ça, je trouve que c'est inacceptable. Il faut se mettre à la place des gens qui vivent ce sinistre-là et ça n'a aucun sens de dire on va vous dire dans 2 ans si vous revenez ou vous ne revenez pas. Fait que là, on est en train de travailler pour que la machine s'active. Mais en même temps, je n'ai pas de délai précis à dire est-ce que ça va être d'ici 2 semaines, si ça va être dans 2 mois, mais ce qu'on veut, c'est que ça y aille quand même assez rondement pour donner des réponses précises aux gens. Le fait d'être réunis les 3 parties ici ce
matin, c'est justement dans l'espoir et dans l'éventualité de pouvoir communiquer plus rapidement, de prendre le pouls de la situation, les trois simultanément. Donc, on va sauver du temps, justement. Et c'était important pour moi que tout le monde soit là pour cette raison-là. Rappelons finalement qu'il est primordial pour les sinistrés d'ouvrir leur dossier auprès du ministère de la Sécurité publique pour enclencher les démarches d'évaluation et de financement. Le Musée maritime de Charlevoix présente 4 nouvelles expositions élaborées par la documentariste Lily Marcotte. Nous sommes allés découvrir ces nouveaux espaces en compagnie du directeur Benoît Berthiaume. Entré en poste à la fin de l'été 2022, Benoît Berthiaume nous présente les nouvelles expositions du Musée maritime de Charlevoix. Oui, bien, premièrement, on a une exposition qu'on appelle les petits bateaux. Donc, c'est des répliques de bateaux en miniature, donc des maquettes que les gens connaissent. Donc, c'est une nouveauté. On avait beaucoup de maquettes et on les a regroupées dans une salle qui est l'ancien accueil du musée, puisqu'on a déplacé aussi dans le parcours muséal la nouvelle réception, la nouvelle boutique, dans le pavillon des Gagnés, dans l'autre pavillon. Donc, cette section-là est réservée donc pour cette exposition-là, les petits bateaux. On a également une nouvelle exposition que j'ai appelée tantôt « Né pour naviguer ». Donc, des documentaires, des archives de 3000 photos qu'on a recueillies avec l'aide de la population et des gens du secteur de Charlevoix. Donc, on a fait un grand documentaire et des projections sur ces histoires fascinantes des navigateurs dans Charlevoix. Et une troisième exposition qui est importante, qui est le 100e anniversaire de la Marie-Clarisse, qui est ce célèbre bateau qui est sur notre lieu ici. Donc, c'est son 100e anniversaire. Donc, on a revampé une salle expressément pour souligner ce 100e anniversaire-là, encore une fois avec un documentaire complet sur l'histoire de la Marie-Clarisse. Et il y aura une 4e exposition qui elle va être disponible à partir du 20 juin prochain, donc qui s'appelle Vue sur le fleuve, qui est une exposition d'art contemporain avec sur cette thématique donc de la relation entre la femme et le fleuve. Peut-être vous connaissez Anaïs Barbeau-Lavalette. Donc Anaïs avec sa mère sont les curateurs de cette nouvelle exposition-là qui est présentée par l'Auto-Québec et la Grande Bibliothèque nationale à Montréal. Donc, on aura l'occasion d'avoir cette exposition-là de 33 œuvres d'art contemporain, des œuvres visuelles qui seront exposées dans notre salle, dans le pavillon principal. Une autre nouveauté intéressante, les tours guidés offerts à 10h30 et 13h30 les fins de semaine de juin, puis tous les jours à partir du 24 juin jusqu'à la fête du travail. Bien qu'on assiste à une révision quasi complète des expositions, certaines activités sont là pour rester. Bien évidemment, on a le pavillon des pilotes, donc c'est effectivement ce jeu interactif-là pour toute la famille dans le pavillon des pilotes, qui est très populaire. On a toujours le jeu d'évasion, qui est un jeu très, très primé là, par les visiteurs ici. À l'extérieur, les sentiers pédestres et d'hébertisme permettront encore cette année de prendre l'air après une petite visite des goélettes. Bien, nous sommes toujours encore à compléter les travaux de ce méga projet-là, un investissement de près de 8-9 millions là, de dollars pour abriter les goélettes, donc pour les préserver, donc c'est pour la pérennité des goélettes. Donc l'abri de la Saint-André a été rénové, l'abri de la Jean-Yvan a été construite l'automne dernier. Nous sommes à finir les travaux sur l'abri et on a également la Marie-Clarisse qui maintenant a sa nouvelle abri et ça devrait assurer la pérennité donc, de ces goélettes-là. Cet été, dû à ces travaux-là, il y a quelques accès intérieurs qui ne sont pas disponibles, mais on a toujours l'exposition virtuelle multimédia dans la Saint-André qui est disponible, toujours la visite du remorqueur également sur place. Et puis pour le reste des 2 autres goélettes, il va falloir les admirer de l'extérieur cet été parce qu'elles sont après se refaire une beauté. Finalement, le pavillon des Gagnés a aussi été entièrement réaménagé, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour en faire un pavillon d'accueil accessible pour les personnes à mobilité réduite et une boutique souvenir.
Une conférence sur les plus récentes recherches archéologiques faites sur le territoire de Baie-Saint-Paul sera présentée à la salle Pierre-Perrault de la bibliothèque René-Richard le 28 mai prochain. L'archéologue responsable de ces travaux, Jean-Yves Pintal, nous donne un aperçu de ce qui sera présenté. Monsieur Pintal, bonjour. Bonjour. Donc, Monsieur Pintal, vous êtes archéologue et vous avez été mandaté dernièrement par la ville de Baie-Saint-Paul pour procéder à quelques recherches archéologiques sur le territoire. Dites-moi d'abord, quel était le mandat exactement, là? Bon, c'est sûr que ça s'inscrit dans un programme d'inventaire des ressources patrimoniales de la municipalité de Baie-Saint-Paul. La municipalité a déjà inventorié là, ses bâtiments domiciliaires, agricoles. Et là, l'idée, c'était de procéder à un inventaire des ressources archéologiques. Il y a une étude de potentiel, donc théorique, qui a été produite en 2015. Et l'année dernière, à la suite d'une entente avec le ministère de la Culture, la municipalité de Baie-Saint-Paul a décidé de procéder à un inventaire afin de vérifier quelles étaient la réalité, la possibilité de découvrir des vestiges importants sur le territoire. Donc, c'est un peu un mandat de prévention, finalement. Vous êtes allé voir un peu quels seraient les sites qui pourraient possiblement avoir un intérêt archéologique, c'est ça? C'est ça. Il y a acquisition de connaissances, donc à des fins éducatives et touristiques. Naturellement, si on découvre des choses intéressantes, ça peut déboucher sur une mise en valeur. Mais il y avait aussi là, de la prévention au niveau du développement du territoire. D'accord. Et puis, c'est quoi les lieux exactement là, qui étaient à explorer? Est-ce que c'est tout le territoire de Baie-Saint-Paul? Est-ce qu'on était dans un secteur plus spécifique? On a procédé à un échantillonnage des unités de paysage. Donc, nous, on part avec les terrains qui sont les plus plats, proches de l'eau douce, à des altitudes différentes, étant donné que la mer a beaucoup évolué depuis 10 000 ans. Donc, à partir de là, on se fait un modèle d'intervention sur le territoire et on procède à un premier échantillonnage. On a inventorié 32 zones sur l'ensemble de la municipalité, disons du parc de la rivière du Gouffre jusqu'au fleuve. Est-ce que deux côtés de la rivière. OK. Est-ce que les recherches que vous avez faites, parce qu'on n'a pas vu concrètement de sites de fouilles archéologiques, c'est pas ce genre de recherches-là qui ont été faites, là? Bien, en fait, c'est la première étape. Une des premières étapes, c'est de se promener sur le territoire avec une pelle, une truelle, et faire des petits trous un peu partout afin de vérifier s'il y a des vestiges tangibles d'une présence humaine. Donc, oui, il y a des gens qui m'ont vu. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont vu passer sur leur terrain, avec qui j'ai discuté, mais c'était pas une intervention majeure là, où on s'installe pendant des mois de temps au même endroit. Je me suis promené un peu partout, mais j'ai eu une bonne réponse de la part des gens de Baie-Saint-Paul. Est-ce que c'est une procédure qui est régulière de faire un inventaire comme ça? C'est-tu obligé ou c'est vraiment une initiative là, de la ville de Baie-Saint-Paul? Oui, je dirais que c'est pas très régulier. C'est de plus en plus commun, mais il y a même pas mal de municipalités dans la région de Québec qui le font. Lévis, Québec un peu, l'île d'Orléans un petit peu. Mais Baie-Saint-Paul, là, a pris le taureau par les cornes et a procédé à un inventaire assez important quand même de son territoire. C'est quoi qu'on pourrait s'attendre à trouver sur le territoire de Baie-Saint-Paul? C'est quoi l'occupation qu'on connaît là, du lieu ici? Bien, si on regarde au niveau de la région de Québec en général d'abord, c'est sûr qu'il y a une occupation autochtone qui peut remonter jusqu'à 10 000 ans avant aujourd'hui. Donc à ce moment-là, sur les terrasses très élevées, là, à 20 mètres, 50 mètres plus haut qu'actuellement, on pourrait trouver des vestiges autochtones jusqu'au contact et à la période historique. Et après ça, c'est au niveau de la présence française. Quand Monseigneur de Laval commence à s'installer à Baie-Saint-Paul, là, les moulins, les maisons de cette période-là. Et par la suite, on sait que Baie-Saint-Paul se développe beaucoup. Il y a énormément de moulins à Baie-Saint-Paul. Donc là, il y a un aspect industriel qui est à rechercher. Et après ça, il y a tous les développements agro-domestiques. Baie-Saint-Paul prend de l'ampleur, devient important au niveau agricole, et par la suite, sa fonction change pour devenir plus du commerce là, et des services. Donc, dans le fond, on cherche tous ces éléments-là. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on va trouver. Tout est toujours enfoui dans la terre. On ne voit pas grand-chose. Mais je dirais, sans dire tout ce qu'on a trouvé, qu'on a trouvé un peu une bonne partie de l'histoire de Baie-Saint-Paul sans avoir tous ces aspects encore. OK.
Est-ce que ça veut dire, quelqu'un là, qui ferait des travaux là, sur son terrain, qu'est-ce qui serait un élément là, qui vient sonner une cloche à dire « Oh, on va arrêter tout, il y a peut-être quelque chose d'intéressant ici ». À quoi il faut faire attention? Bien, la première chose, naturellement, que nous, on regarde le plus, c'est des fondations de bâtiments. OK. Parce que là, des fondations de bâtiments enfouies, des pierres avec du mortier, ça nous indique qu'il y avait un bâtiment qui était là antérieurement. Ensuite, ça, là, ça commence à être plus difficile, mais c'est de trouver de la vaisselle, des clous. Mm-hmm. On voit souvent ça, la vaisselle un peu de marché aux puces, là, ouais. la vaisselle bleue, on y en a un peu partout. Ça ne veut pas dire que c'est un site important, mais ça peut quand même signaler qu'il y a eu une occupation. Ensuite, au niveau autochtone, c'est plus difficile parce que là, on parle de petits éclats de pierre taillés. Mm-hmm. Et ça, pour la plupart des gens, ça peut ressembler un peu à n'importe quoi. Là, oui. Un petit peu spécialiste pour le repérer. Puis qu'est-ce qu'on fait si, par exemple, là, je trouve de la vaisselle, je me dis « Ah, il y a peut-être un intérêt là ». Ça serait quoi la démarche à suivre? Il faut aller voir la municipalité au niveau de l'aménagement du territoire ou au niveau de la culture, ou alors avertir la direction régionale du ministère de la Culture. Et puis là, après ça, bien, on fait analyser, j'imagine, ce qu'on a trouvé pour voir si on va de l'avant ou pas. Parlez-moi un petit peu de vous, en fait. Vous êtes archéologue, on l'a dit, mais avez-vous une époque de laquelle vous êtes spécialisé? C'est quoi votre expertise? J'ai commencé surtout là, en tant que spécialiste en archéologie autochtone. J'ai travaillé beaucoup à la baie James et sur la Basse-Côte-Nord. Mais depuis une vingtaine d'années, je me suis, disons, recentré sur la région de Québec, Lévis, l'île d'Orléans, Québec, mais aussi Charlevoix. Le TNO de Saut-au-Cochon, Petite-Rivière, Saint-François, Saint-Urbain. Dans les dernières années, j'ai tourné pas mal autour de cette région-là. C'est pourquoi j'ai été amené à travailler à Baie-Saint-Paul un petit peu plus régulièrement. D'accord. Donc, le 28 mai prochain, c'est-à-dire dimanche le 28 mai à 14 h, vous allez présenter à la salle Pierre-Perrault là, de la bibliothèque René-Richard à Baie-Saint-Paul un peu le fruit de vos recherches là, que vous avez faites ici, c'est ça? Oui. Donc, à quoi, sans voler de punch, là, à quoi qu'on peut s'attendre? Vous allez montrer des objets, des photos, des fouilles? Comment ça va se passer comme conférence? Oui, écoutez, je vais vous montrer un peu les principaux sites découverts. Je peux dire un punch, c'est qu'avant nos travaux, il y avait 5 sites archéologiques connus à Baie-Saint-Paul. OK. Et aujourd'hui, il y en a 10. On a doublé la quantité de sites archéologiques. C'est représentatif des différentes étapes de l'occupation de Baie-Saint-Paul, mais pas de toutes les occupations. OK. J'en dis pas plus, comme ça, je vais garder un petit secret. Ces sites archéologiques-là, est-ce qu'ils sont identifiés? Oui, ils sont localisés, identifiés, ils sont inscrits au ministère de la Culture. OK. Là, ils vont rentrer dans le schéma d'aménagement de la municipalité. Ce ne sont pas des contraintes majeures pour les gens sur les terrains, là, les propriétaires de ces terrains-là. La plupart des cas, on peut s'arranger avec les propriétaires pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent avec leur terrain. Il y a un lieu qui mériterait une mise en valeur. D'accord. Donc, pour en savoir plus, il faudra se présenter à la conférence du 28 mai. Merci beaucoup, M. Jean-Yves Pintal, pour votre participation aujourd'hui. Bonne journée. Merci vous aussi. On retourne à Saint-Joseph-de-la-Rive pour vous présenter cette fois-ci le résultat des travaux qui ont été faits à la papeterie Saint-Gilles qui réouvre ses portes le 1er juin. Voici notre reportage. C'est en janvier 2023 que la papeterie Saint-Gilles a entamé sa cure de rajeunissement. C'est un gros projet, en fait, notre plan de bonification, c'est un gros projet d'1,5 million. Et c'est sûr que la plus grosse partie de ce montant-là, c'est les rénovations. Donc, on est à près d'1 million de rénovations mises aux normes du bâtiment. Donc, essentiellement, c'est des travaux on a refait la toiture, toute la fenestration, les portes, pour le confort et pouvoir travailler à l'année, donc tout le chauffage, la climatisation, etc. La plomberie a été refaite, on a dû faire des travaux de structure aussi. C'est quand même des travaux majeurs. Puis, un bel ajout aussi, c'est la terrasse extérieure qu'on a construite pour que les gens puissent soit venir pique-niquer ou pour nous faire de l'animation d'activités à l'extérieur. Bien que l'ancienne école de village, qui a maintenant plus de 100 ans, ne soit pas citée au patrimoine immobilier du Québec, les travaux ont été faits dans un esprit de préservation et non de modernisation.
Nous, on a eu la préoccupation de dire on va le restaurer dans les règles de l'art. Donc, on a notamment remis des fenêtres de bois qui ont été faites sur mesure par des artisans. La toiture, c'est la même chose. Elle n'est plus verte, elle est maintenant argentée, mais c'est vraiment une méthode de fabrication qui correspond à l'âge du bâtiment. Donc là, on a décidé de faire une galerie tout du long et de construire une plus grande terrasse aussi. L'objectif, c'est d'être de plus en plus accueillant. Donc, il y aura des tables de pique-nique cet été pour les gens qui veulent luncher. Puis, ça va être un espace aussi où on va proposer des animations. Il y aura peut-être des cocktails, des événements, etc. Pourquoi pas des lancements de livres ou d'autres événements du genre. En plus de faire peau neuve, la papeterie souhaite augmenter sa productivité face à un intérêt grandissant pour ses produits. Il y a la demande touristique, la demande des artistes qui sont des petites, moyennes quantités, on va dire. Il y a toutes sortes de produits qu'on a choisi de développer aussi à partir de notre papier, mais ce qu'on vise pour assurer aussi la pérennité financière de l'organisation, c'est des contrats à plus grande envergure. Donc, on parle par exemple de ministères, d'entreprises qui développent des produits dérivés avec des clients qui viennent s'approvisionner chez nous, soit pour les transformer par exemple en boîtes, en certificats. Pour donner un exemple, on travaille avec des gens de Vancouver qui font de l'impression sur une presse à typographie. Ils travaillent, ils s'approvisionnent chez nous en papier. Puis une entreprise bien connue de Charlevoix, Hydromel Charlevoix, fait ses étiquettes avec notre papier. Donc ça, c'est les petits ensembles là, dont tu nous parlais. Là, oui, en fait, on a eu envie de développer des produits, des opportunités de création pour le public. Donc, on avait commencé l'hiver dernier avec un petit ensemble d'initiation à la reliure. Okay. Puis là, cette année, on va aller un peu plus loin. Donc, un ensemble linogravure, cyanotype et fabrication de papier. Peux-tu croire qu'on n'avait pas d'ensemble de fabrication de papier? Donc, et puis là, ça s'adresse à des enfants ou adultes? À tout enfant, adulte. Okay. Et ce qui va être merveilleux, c'est qu'on a travaillé, on a fait faire des vidéos. Donc, avec chaque ensemble, il va y avoir un code QR à scanner, puis on va avoir une vidéo d'explication. Donc, le kit de fabrication de papier. Ensuite, le cyanotype, qui est un procédé photographique avec un virage bleu. Donc, ceux qui s'y intéressent, vous allez avoir tout ce qu'il faut avec les produits, les explications pour savoir comment le travailler. Puis, la dernière nouveauté, la linogravure, qui est un procédé très simple de gravure avec lequel on peut atteindre des résultats quand même assez rapidement. Donc, les vidéos vont vraiment montrer facilement les étapes. Les gens vont pouvoir se débrouiller. Puis c'est, oui, des enfants, mais des adultes créatifs également. L'Économusée, qui permet de voir des artisans à l'œuvre et de faire un petit parcours d'interprétation, poursuit aussi ses activités éducatives. On a près d'une vingtaine de stations où on explique comment on fabrique le papier, puis même d'où ça vient. Derrière moi, j'ai un peu une ligne du temps sur l'histoire du papier, comment ça se situe. Donc, on a vraiment développé un très, très beau parcours, puis depuis l'année dernière, qui peut se faire en visite autoguidée. Donc, on offre des visites guidées, puis les gens peuvent le faire en visite autoguidée aussi avec une petite application. On va avoir des ateliers qui vont être offerts pendant les fins de semaine, donc surveillez ça, des ateliers d'impression, de calligraphie, de fabrication. Grâce à ces investissements, la papeterie pourra poursuivre ses activités à l'année dans un milieu plus confortable et polyvalent. C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.